Donc, cette deuxième partie, donc c'est la relation très connue entre la justice et l'histoire à travers les procès, notamment autour des responsables du génocide juif. Et mes sources, là, sont là encore assez succinctes parce qu'elles sont connues. J'ai pris quelques digests, quelques synthèses. Vous en avez une excellente de spécialiste du totalitarisme, qui est Enzo Traverso, je crois qu'il est encore à l'université d'Amiens, je ne sais pas. Un excellent petit ouvrage, mais il en a écrit des gros sur le totalitarisme. Le passé, mode d'emploi, mode évidemment au pluriel, le passé mode d'emploi, le réassaisonnement de l'événement selon la mode du moment, selon l'état de la recherche aussi. Ce n'est pas simplement une question de mode, mais enfin, le titre est particulièrement bien trouvé ici. Le passé mode d'emploi, histoire, mémoire, politique. Mais vous avez aussi les articles d'Antoine Pro, spécialiste de beaucoup de choses, mais aussi, on le sait moins, il a écrit quelques articles sur la relation entre histoire et droit, un article de Pascal Horry et un article de Jean-Paul Jean, que je ne connaissais pas, parce qu'il est juriste, et ils convergent tous autour de l'inadéquation globale entre une coopération des historiens avec la justice en tant qu'experts ou en tant que témoins des procès. Alors, ceci n'empêche pas, il n'y a pas convergence, ceci n'empêche pas une interaction forte entre justice et historiens. Il y a une interaction historiquement forte, déjà parce que les recherches sur le génocide juif, par exemple, puisque c'est lui qu'on prend comme exemple ici, ont été relancées en bonne partie par le procès d'Eichmann en 61-62, et qu'à l'inverse, les grands procès des années 80 sont en partie redevables non pas à un travail historique, parce que les historiens n'ont pas assez d'impact dans la société, mais à cause de la série télévisée Holocauste. Si vous vous en souvenez, moi je me souviens, j'étais arrivé en France, fin des années 70, c'était une série de 78, américaine, je crois qu'elle est passée en France rapidement après, et ça a beaucoup marqué les esprits. Et d'une certaine façon, cette manière de réveiller la mémoire et de valoriser les victimes plutôt que les héros, les victimes étant d'ailleurs souvent plus nombreuses que les héros, ça a marqué les esprits, et cela a réveillé aussi l'action en justice de ces victimes et de leurs descendants. Alors, cette relation entre histoire et mémoire d'un côté, droit de l'autre, emprunte deux formes que j'ai rapidement évoquées. Elle emprunte celle des prétoires, des procès, mais aussi celle du travail législatif. On va voir que les historiens, les plus brillants d'entre eux, y compris ceux qui sont le plus impliqués, d'ailleurs surtout ceux qui sont le plus impliqués dans le travail de l'histoire sur le génocide juif, eh bien, sont réticents aux deux approches, aussi bien celle des procès que celle du travail législatif et de la contrainte législative. Bon. Alors, cela ne veut pas dire, et tout ça les historiens le rappellent, notamment Enzo Traverso, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une convergence initiale entre historiens et juges. Aussi bien Antoine Pro qu'Enzo Traverso que d'autres rappellent qu'au début, il y a une convergence autour d'un but et d'une méthode. Le but, c'est la recherche de la vérité, et la méthode, c'est l'administration de la preuve par un travail rhétorique qui reconstitue l'événement dans un but évidemment pénal, judiciaire d'un côté, dans un but de compréhension, d'intelligence pour l'autre. Donc, il dit qu'il y a convergence initiale, mais il y a aussi divergence immédiatement après, parce que les dépositions des historiens lors des procès Barbie, Touvier ou Papon en France, Frick en Italie, n'ont pas la même valeur que celles de simples témoins des faits. L'historien n'a pas été témoin de l'événement qu'il décrit. Donc le statut n'est pas le même. Et comme il est dit, la formule « je jure de dire la vérité, reste la vérité, toute la vérité » prend un sens professionnel qui va au-delà ou éventuellement reste en deçà du simple témoignage d'essence, de la sensibilité ou de l'information pratique. Et l'engage de professionnalisme de la recherche, à un moment donné, puisque le propre de la recherche
n'est-ce pas? Ce sont de chercher des explications qui ne sont jamais achevées, hein, alors que la justice poursuit l'obtention de certitudes absolues en vue de prendre une décision qui est limitée dans le temps. Bon, donc déjà, ce n'est pas la même temporalité dans le travail, ce ne sont pas les mêmes conséquences non plus, la même performativité du langage du juge et de l'historien. Et certains historiens spécialistes de la période et du sujet, notamment de Vichy, comme Henri Rousseau, ont refusé de témoigner lors du procès Papon en justifiant leur position par la distinction des registres judiciaires, mémoriels et historiques. Je cite Henri Rousseau, cité par Enzo Traverso. La justice se pose la question de savoir si un individu est coupable ou innocent. La mémoire nationale est la résultante d'une tension existant entre des souvenirs mémorables et commémorables et des oublis permettant la survie de la communauté et sa projection dans le futur. L'histoire est une entreprise de connaissance et d'élucidation. Et il poursuit en disant que, évidemment, ils n'ont pas le même programme, ils n'ont pas la même temporalité, et leur rencontre est évidemment décevante pour chacune de ces entités, justice, mémoire et histoire. Ça, bon, tous les historiens qui s'en occupent, historiens réputés, ont adopté à peu près ce point de vue. Mais je cite Henri Rousseau parce qu'il concerne Vichy et il est particulièrement connu. A l'inverse, lorsque c'est le législateur et non le juriste qui fait irruption dans le champ historique, sans respecter ses méthodes scientifiques, eh bien, il peut franchement soulever la réprobation. Ça a été le cas de la loi Guessot du 13 juillet 1990. Et là, les historiens se sont franchement inquiétés de cette intrusion, parce que si on peut refuser de témoigner à un procès, on ne peut pas refuser de respecter la loi. Et le délit du négationnisme est entré dans la législation. Et je cite ici une interview de Pierre Vidal-Naquet, rapportée par Dominique Vidal sur le site consacré à Pierre Vidal-Naquet. Et c'est une interview qui s'intitulait... Non, c'est un article de Dominique Vidal qui rapporte l'interview de Pierre Vidal-Naquet, l'histoire, sa négation et la loi. Et il rapporte une interview du Monde de Pierre Vidal-Naquet, qui dit... En 1996, donc 6 ans après la loi Guessot, je cite, « J'ai toujours été absolument contre cette loi, avec d'ailleurs la grande majorité des historiens. Elle risque de nous ramener aux vérités d'État et de transformer des héros intellectuels, c'est-à-dire les négationnistes, en martyrs. L'expérience soviétique a montré où menaient les vérités d'État. La loi de 1972 contre le racisme suffit amplement. » Et voici ce qu'écrivait Madeleine Riveriou, qu'on ne peut non plus soupçonner de rien, parce qu'elle est communiste et historienne et présidente de la Ligue des droits de l'homme. Cette fois-ci à chaud, après la loi Guessot de juillet 90, elle avait écrit un article dans l'Histoire de novembre 90. Voici ce qu'elle écrit au sujet de cette loi. Je cite, « La loi impose des interdits, elle édicte des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle est de l'ordre du normatif. Elle ne saurait dire le vrai. » On pourrait entendre Michel Villet, mais je n'en sais rien. Non seulement rien n'est plus difficile à constituer en délit qu'un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l'autorité étatique. L'expérience de l'Union soviétique devrait suffire en ce domaine. Ce n'est pas pour rien que l'école publique française a toujours garanti aux enseignants le libre choix des manuels d'histoire. Parmi les personnalités, fin de citation. Parmi les personnalités politiques, vous avez des hommes politiques cette fois, et des députés à l'époque, comme Simone Veil ou Jacques Toubon, qui se sont prononcés contre cette loi. Jacques Toubon en avait dit notamment, je cite, « Je suis contre le délit de révisionnisme parce que je suis pour le droit et pour l'histoire, et que le délit de révisionnisme fait reculer le droit et affaiblit l'histoire. » Notamment de sa démonstration, lorsqu'on a besoin de la béquille législative pour administrer une preuve en histoire, c'est qu'on est infier, parce qu'on a besoin d'une béquille législative. Et donc, la preuve historique est amoindrie par la béquille législative. Alors,
Voilà donc l'approche des spécialistes, des historiens, aussi bien du champ juridique que du champ législatif. En lisant Enzo Traverso, je me suis rendu compte que l'historiographie avait aussi évolué, fait évoluer, n'est-ce pas, la problématique sur le négationnisme concernant le génocide juif. C'est évidemment le problème de la comparaison entre le génocide juif et son encadrement législatif et les autres génocides ou massacres de masse qui ont reçu ou qui n'ont pas reçu cet encadrement législatif. Cette législation de 1990 se fondait sur certains écrits d'historiens ou de philosophes qui se sont occupés du génocide juif, comme Elie Wiesel, pour qui le génocide juif avait une particularité dans l'histoire. Or, il se trouve que, on peut dire cela, on peut dire aussi que tous les génocides sont particuliers, et alors que le législateur devrait se prononcer sur tous les génocides, sur tous les crimes de masse particuliers dans leur spécificité. Et on voit mal pourquoi la spécificité du génocide juif recevrait ce traitement et d'autres non. Et c'est ainsi qu'avec un certain retard, les historiens spécialistes de la mémoire ont montré la distinction introduite, je cite, toujours en reprenant Enzo Traverso, la distinction entre mémoire forte et mémoire faible, c'est-à-dire les mémoires des génocides perpétrés contre des communautés qui ont les moyens d'intenter des procès, d'influencer la législation, et les autres. Et Enzo Traverso fait une typologie de ces mémoires. Par exemple, depuis 2006, on le sait moins, on le sait peut-être, une loi punit en France, depuis le 12 octobre 2006, la négation du génocide arménien. Bon, l'analyse de Dominique Vidal, de laquelle je me retranche, dit que cette loi a été largement prise dans un but électoral et dans un but de rejet de la candidature turque à l'entrée dans l'Union européenne. C'est dur pour le génocide juif et pour ses victimes, de faire de cette loi une simple loi opportuniste, mais voici quelle est l'analyse de Dominique Vidal qui s'y est intéressé et qui l'a mise en résonance avec les autres lois mémorielles. Je donne quant à moi, personnellement, souvent l'exemple de, appelez-le comme vous voulez, massacre de masse d'une partie de la paysannerie ukrainienne par Staline au printemps 1933. D'ailleurs, ça n'a pas été le massacre que de la paysannerie ukrainienne. Il y a eu 7 millions de morts au printemps 1933, une grande famine organisée par Staline pour contraindre la paysannerie à la collectivisation et aussi pour punir la paysannerie ukrainienne, notamment, de sa résistance. Bon, 7 millions de morts en tout, donc 4 millions d'Ukrainiens. Lorsque j'ai fait mes études secondaires dans les années 80, même 70, 80 en tout cas, ce massacre, cette extermination n'était pas vraiment valorisé. On n'en savait rien. On avait aussi des professeurs de gauche, Henri IV, dont je n'ai pas bien compris si elle était au courant même de l'extermination des Cambodgiens par les Khmers rouges. En tout cas, bon, personnellement, pour des raisons personnelles, étant d'origine roumaine, fils de réfugiés politiques, j'étais un petit peu sensible à ça, et j'étais un petit peu sensible au mauvais traitement qu'elle a infligé aux victimes du communisme. Alors qu'au même moment, en 90, peu de temps après en tout cas, la loi Guesso venait protéger, n'est-ce pas, la mémoire dans l'espace public du génocide juif. Et je fais remarquer à mes étudiants comment les choses ont changé après la création de l'État ukrainien. Comme par hasard, non seulement il y a une législation qui punit en Ukraine, ce n'est pas ici, la négation de l'extermination de la paysannerie ukrainienne, mais il y a aussi, chose importante qui intéresse les linguistes, il y a la création d'un mot. Le mot, vous le connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, d'ailleurs, qui connaît le mot, excusez-moi d'être un peu interactif, qui connaît le mot qui désigne l'extermination par la fin d'une partie de la paysannerie ukrainienne au printemps 1933. Est-ce que vous le connaissez? Qui le connaît? Non. Personne n'a entendu parler de Holodomor? Non. Très bien. Ben, vous en entendez parler. Vous en entendez parler maintenant. C'est assez... Par contre, vous avez tous entendu parler, bien évidemment, de Holocauste. Eh bien, si vous tapez Holo sur
moteur de recherche connu, HOLO, Holocauste sort. Et un peu plus bas, surtout évidemment si vous tapez le T après, Holodomor. Bon, alors, je ne vais pas vous dire que les responsables, ceux qui ont recréé l'État ukrainien au début des années 90, ont fait exprès pour qu'il y ait une consonance phonique comme ça à l'oreille entre les deux mots, mais il est certain, bon, parce que tout simplement Holodomor, ça veut dire mourir par la faim, l'équivalent de starvation to death en anglais. Bon, donc ils n'ont pas inventé ce mot, ils n'ont pas copié sur Holocauste, mais ils ont eu besoin d'un mot pour créer, pour poser les fondements un peu mythiques de l'État ukrainien, comme certains disent que l'État d'Israël se fonde sur la mémoire du génocide juif, et donc lui donner une espèce comme ça de consistance linguistique et historique. Bon, alors en conclusion de ces deux premières parties, je vais vous dire deux mots de l'association Liberté pour l'Histoire, qui se consacre en grande partie au refus par les historiens de la judiciarisation de l'histoire. Donc, vous m'avez invité pour parler des relations sciences juridiques, histoire. Bon, là, il s'agit essentiellement, évidemment, du champ judiciaire et législatif, plutôt que du champ heuristique et académique, mais il y a en tout cas une méfiance forte de l'empiètement du droit, sinon des sciences juridiques, sur l'histoire, qui a généré la création de cette association Liberté pour l'Histoire en 2005, sous la présidence de René Raymond, et elle est actuellement présidée par Pierre Nora. Donc, un spécialiste, un grand spécialiste de l'histoire politique d'abord, et le grand nom de l'histoire de la mémoire, les lieux de mémoire, ensuite, car ce sont précisément les spécialistes du politique et de la mémoire qui s'insurgent contre les lois mémorielles et contre, bon, évidemment, il y a aussi presque une provocation, la loi Guesso, qu'un député communiste nous dit ce qu'il faut penser du nazisme. C'est pas comme ça que moi je l'ai ressenti en 1990. Bon, j'étais trop jeune à l'époque pour dire quoi que ce soit, et j'ai mieux que ce soit des historiens qui ont pignon sur rue, qui le disent, et des gens qui ont parfois perdu leurs parents à Auschwitz, comme Pierre Vidal-Naquet. Pierre Nora, qui appartient lui-même, qui fait lui-même graver la croix de David sur son épée académicienne. Bon. Donc, si vous voulez, je peux vous lire ce texte, je peux aussi ne pas vous le lire, mais il dit bien le refus, mais je peux vous le dire, je ne sais pas si je dois tirer un peu sur le temps. Bon, j'ai encore une vingtaine de minutes pour vous présenter mes rencontres entre histoire et sciences juridiques, et droit en tout cas. Donc, ce texte, vous pouvez le trouver en tout cas sur la page de l'association Liberté pour l'Histoire. Je ne vous le donne pas, il est co-signé par Pierre Nora et François Chambernador. En plus, il y a la parité entre les deux sexes, donc c'est un texte vraiment parfait. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le site. Voilà, donc, en conclusion de ces deux premières parties, on peut donc rapprocher ces exigences professionnelles de la conception, peut-être que Michel Villet, qui est malgré tout chez vous, juriste, peut-être malgré tout une référence en termes d'histoire du droit, même s'il est sans doute contestable, contesté, abondamment discuté, je ne sais pas, Braudel l'a été chez nous, il a été détrôné par le retour de l'événement politique. Vous imaginez bien que s'il y a des débats chez vous, le débat a été énorme, le levier historiographique, scientifique, heuristique a été énorme pour renverser de son piédestal Braudel et renverser les structures longues, n'est-ce pas, qui avaient assis l'histoire finalement comme discipline un peu dominante grâce à Braudel.
sur les sciences humaines et sociales, en concurrence avec Lévi-Strauss. Il y a aussi un effet de longévité et de résistance biologique des gens qui représentent leurs idées. Bon, alors, Brodel n'est pas mort centenaire, mais malgré tout, il a régné là-dessus. Et pour le renverser, ça a été bien dur, faire revenir l'événement. Donc je suppose qu'il y a eu des débats aussi acharnés chez vous pour renverser une théorie par une autre qui est un petit peu son opposé. Donc je parle de Michel Zillet en méconnaissance totale de cause. Je suppose qu'il y a eu des débats saignants chez vous aussi, mais en historien, je n'en sais rien. En histoire, oui. Et donc, voilà. Mais je voulais donc le rapprocher de ce moment brodelien et éventuellement de l'omnijurisprudence comme liberté du juge pour interpréter une loi que l'on pourrait rapprocher peut-être, comme je l'ai dit, de la liberté de l'historien pour d'interpréter, n'est-ce pas, un événement et ses conséquences, car en effet, aussi bien le génocide juif que l'extermination partielle, mais tout de même massive de la paysannerie ukrainienne, n'ont porté leurs fruits, si on peut appeler ça, ou fruits amers, ou aigres, je ne sais pas comment il faut dire, judiciaires, que longtemps après. Bon, Rapport était tranquillement préfet de Paris, sous De Gaulle, sans problème. Bon, voilà. Bon.